Voilà. Allez. C'est bon? Allez, on va commencer tranquillement. Donc, on a 2 heures ensemble et je vais vous parler d'un sujet extrêmement important pour vous, qui est la pharmacovigilance. Alors, avant de commencer, moi, je me présente. Je suis le docteur François Montastruc. Je suis médecin pharmacologue et spécialiste en pharmacovigilance. Donc, on va voir ce que c'est pendant ces 2 heures. Mais vous allez être comme moi, spécialiste de pharmacovigilance par la suite. Et donc, j'aimerais vous faire passer quelques messages très importants pour vous, mais surtout pour vos patients futurs. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans mon activité au quotidien? Donc, je fais des cours, je fais mon activité à l'hôpital, c'est de prévenir, de gérer les effets indésirables déterminés par les médicaments, prévenir, gérer et détecter les nouveaux effets indésirables déterminés par les médicaments qui sont mis sur le marché, qui sont utilisés par vos patients. Et pour ça, je travaille dans le cadre d'un réseau. Allez, ceux qui sont un petit peu retardataires, vous essayez de vous installer tranquillement. Dans le cadre d'un réseau, un réseau de pharmacovigilance qui est sur l'ensemble du territoire français et qui nous permet de surveiller les effets indésirables nouveaux ou des effets indésirables anciens, mais qui apparaissent de manière un peu plus fréquente. Actuellement, dans les médias, on parle beaucoup de choses, mais on parle notamment de l'affaire du Mediator, du Benfluorex, le médicament le Benfluorex. Eh ben, c'est le rôle du système de pharmacovigilance qui, à l'époque, avait très bien fonctionné pour détecter les effets indésirables du Mediator. C'est de détecter donc ces effets indésirables et d'alerter les politiques, nos décideurs et la population. Donc, en plus de cette activité hospitalière, donc je m'occupe de patients qui font des effets indésirables médicamenteux. Tout le monde ici va s'occuper de patients qui ont eu un effet indésirable médicamenteux. Comme vous, plus tard, je m'occupe de ça. Et puis, je fais de la recherche donc, pour essayer de cerner au mieux ces effets indésirables. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de pharmacovigilance de manière un peu générale. Et puis, pour vous, en pratique, qu'est-ce que ça implique? Et je vous dirai les points importants à retenir pour ce cours, les points qu'il faut que vous sachiez parfaitement. Si vous avez une question de pharmacologie et sur le cours de pharmacovigilance, les points où je serai intransigeant, d'autres un peu moins, mais il y a des points où il faut vraiment que vous sachiez, parce que c'est votre rôle futur. Alors le plan du cours d'aujourd'hui, on va faire une petite introduction en parlant du médicament, peut-être des rappels qui ont été déjà faits par mes collègues pharmacologues sur l'évaluation du médicament, pour resituer où se place la pharmacovigilance. Puis on développera donc la notion de pharmacovigilance avec un petit historique, les objectifs, la définition, les méthodes. Et puis au-delà de la pharmacovigilance, des méthodes de recherche, la pharmacoépidémiologie, pour étudier le médicament. Et puis je vous donnerai quelques conclusions et je insisterai sur les premiers points. Alors d'abord, un petit rappel, introduction sur l'évaluation du médicament, l'évaluation du médicament et en particulier l'évaluation du risque médicamenteux, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du risque des médicaments. Et le médicament,
vous l'avez eu en cours, le médicament, il est évalué en pré-AMM, il est évalué avant l'autorisation de mise sur le marché, avec différentes approches, à la fois l'étude sur des récepteurs dans des tubes à essai, in vitro, sur des cellules, donc dans des laboratoires où on fait des tests, on fait des simulations sur des ordinateurs. Puis après, on teste ces médicaments sur des organes, des cœurs, des foies, etc. Et puis, dans l'évaluation préclinique, donc je ne détaillerai pas, hein, il y a une évaluation chez l'animal, différents types d'animaux, des rongeurs, etc. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Donc l'évaluation préclinique, elle est importante déjà pour cerner le profil de risque des médicaments. Par exemple, on va regarder sur des modèles de récepteurs si le médicament il allonge l'intervalle QT à l'électrocardiogramme, c'est-à-dire s'il peut potentiellement déterminer des troubles du rythme cardiaque. Donc ça, dans l'évaluation préclinique, on peut déterminer ça. Donc l'évaluation du risque, mon premier message, l'évaluation du risque ne se cantonne pas à la définition de la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance du médicament dans la population. Il débute dès le développement du médicament, dès qu'on fait des tests sur des récepteurs, sur des organes et chez l'animal. Alors, après qu'il y ait une évaluation préclinique, il y a l'évaluation clinique. Et donc, c'est les phases 1 à 3. Je ne redétaille pas, hein, vous avez vu ça. C'est le médicament qui est, après avoir été testé chez l'animal, qui est testé chez l'homme. D'abord le volontaire sain, puis le volontaire malade. Et le mot-clé, je vais revenir, le mot-clé, hein, c'est que l'ensemble des conditions expérimentales de ces essais de phase 1, 2 et 3 sont des phases qui sont très contrôlées. Et puis je vais vous prendre un exemple très parlant. Hein, c'est le laboratoire à ciel ouvert, je vais détailler ça. Le problème de cette évaluation, et c'est là où l'intérêt de la pharmacovigilance en population réelle, hein, le problème de cette évaluation, c'est qu'on ne peut pas quantifier complètement le risque dans la population générale, en particulier des effets qui peuvent être beaucoup plus rares, et où surtout les patients et les modalités de traitement sont non contrôlés. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça et vous comprendrez très bien la différence entre les essais cliniques et lorsque le médicament arrive dans la vraie vie avec la surveillance de la pharmacovigilance. Alors, vous avez peut-être, le docteur Benément vous a présenté cette diapo, non? Non? Oui. Chut. Alors, je l'ai un peu modifié. Les essais cliniques, vous voyez à gauche, c'est que des clones. C'est des clones. C'est que des individus jeunes, plutôt des hommes, en bonne santé. Ils sont pas gros, ils sont pas petits, ils sont pas enceintes, ils sont pas vieux, ils sont pas âgés. Alors que dans la vraie vie, vous avez tous les profils. Le patient qui boit de l'alcool, le très grand, le large, le musclé, personne âgée, l'enfant, la femme enceinte. Donc, dans les essais cliniques, c'est des patients qui sont très standards, alors que dans la vraie vie, c'est toute notre diversité, qui est notre richesse aussi, mais cette diversité fait que le médicament se comporte différemment. Et l'objet de la pharmacovigilance, ça va être de surveiller le médicament, voir comment le médicament fonctionne dans ce laboratoire à ciel ouvert
qui est cette expérimentation au quotidien, qui est la vraie vie, hein, notre population. Alors l'exemple qui va vous parler, les essais cliniques, c'est les ch'tis à Los Angeles. Alors peut-être cette diapo n'a pas été réactualisée selon les derniers épisodes des ch'tis ou des Marseillais, mais regardez cette photo des ch'tis là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont standards, hein, ils ont tous des corps de rêve. Les gars sont musclés, les filles, je décris pas. Ils ont tous les mêmes cerveaux. Ils sont tous standards, ils sont standards. Alors que nous, on sait très bien, hein, qu'on n'est pas forcément hyper musclé, qu'on a peut-être un cerveau un peu différent. Enfin, quand on regarde ces émissions, on se dit c'est pas notre vie. Hein, c'est pas notre vraie vie. Ils se comportent pas du tout comme nous. Et ben, les essais cliniques avec le médicament, c'est pareil. Les essais cliniques sont des expériences qui sont proches de la réalité, mais où on contrôle tout du patient. Dans les ch'tis, on contrôle tout. On leur dit il faut manger, il faut dormir, il faut se reproduire, etc. Tout est contrôlé dans les ch'tis. Tout est contrôlé. Alors que dans la vraie vie, le patient, on ne sait pas s'il a pris le médicament, s'il mange, s'il boit de l'alcool, etc. Donc, le médicament va se comporter différemment dans la vraie vie. Et qu'est-ce qui nous importe, les ch'tis ou notre vraie vie? Ben, notre vraie vie. Donc, l'intérêt d'être pharmacovigilant, l'intérêt de la pharmacovigilance, et donc c'est notre intérêt à tous de mieux connaître le médicament, comment ce médicament se comporte. D'accord? Donc, vous vous souviendrez des ch'tis, ou vous l'appelez comme vous voulez, l'épisode actuel, je ne sais plus. C'est quoi? C'est les Marseillais? Bon, peu importe. Alors, les essais cliniques, ou les ch'tis à Los Angeles, hein, l'expérience de ces essais cliniques, c'est les 5 trop, c'est trop bref, les indications sont trop étroites. L'âge de ces patients, ben, les ch'tis, ils sont tous jeunes, hein, trop limité à une tranche d'âge. Le nombre de patients inclus, c'est nécessairement limité parce qu'on ne peut pas faire entrer toute la population dans la même maison. Et les situations des ch'tis, les situations des essais cliniques, c'est hyper simple. Hein, ce n'est pas du tout notre vie au quotidien où il faut se lever le matin tôt pour aller en cours, etc. Eux, ils n'ont qu'à se préparer pour la soirée. Hein, donc la situation, donc les essais cliniques, les situations, c'est trop simple. Alors une illustration, hein, pour illustrer ce qu'on sait finalement du médicament. Une illustration pour montrer ce qu'on sait du médicament dans les essais cliniques. Et ce qu'on ne connaît pas, hein, c'est ce qui est caché, et ce qu'on peut découvrir lorsque le médicament arrive dans la vraie vie, c'est-à-dire lorsqu'il est commercialisé, lorsqu'il a une autorisation de mise sur le marché. Et finalement, c'est ce qu'on appelle l'étape 4, ou le post-AMM. C'est le moment de la pharmacovigilance pour surveiller le médicament. OK ? C'est bon pour cette introduction? C'est un peu rappel des cours précédents. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette introduction? Bon, vous avez compris l'essai clinique, l'exemple avec la télé-réalité. Hein, mais c'est retenir aussi que le médicament, ou en tout cas l'évaluation du risque du médicament, elle se fait avant l'AMM. Déjà, on débute dès qu'on fait des expériences sur les récepteurs, sur les organes, les animaux, et puis dans les essais cliniques de phase 1, 2, 3, déjà on commence à évaluer le risque, mais on ne peut pas tout cerner sur le risque médicamenteux. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller le médicament, et c'est l'étape de pharmacovigilance. OK ? Alors, une petite illustration, finalement, qui va dans la même idée que notre exemple sur la télé-réalité. Le médicament,
hein, en pré-AMM versus la population, là, le post-AMM. C'est bon, AMM, hein, autorisation de mise sur le marché. Alors, on a une maladie, le diabète, l'hypertension artérielle, encore que savoir si c'est une maladie. Donc, on a une maladie avec une indication et des malades. Et on va sélectionner dans cette population une population cible pour l'essai clinique. Vous voyez que ce n'est pas l'ensemble de la population, c'est une population très choisie qui ressemble un peu à notre population de télé-réalité. En réalité, qu'est-ce qui se passe quand le médicament, vous avez des places ici, le médicament est mis sur le marché, il est utilisé par les malades pour lesquels ça s'adresse, mais il est aussi utilisé dans des indications autres que la maladie. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que le médicament, on ne sait pas comment il se comporte dans d'autres maladies, avec d'autres malades. Donc, d'autres affections. Il est utilisé chez des patients plus âgés, c'est ce qu'on a dit, chez des patients plus malades. Il est parfois utilisé alors qu'il y a une contre-indication. Il ne faut pas prescrire ce médicament parce que il a une insuffisance rénale et que ça risque d'y avoir des effets indésirables. Mais il est quand même utilisé. Et puis, il est utilisé alors qu'il y aurait d'autres traitements au sens large. Par exemple, un temps d'écoute avec le patient. Eh ben, on utilise quand même un médicament au lieu d'écouter le patient. Donc, c'est l'illustration de la population cible à la population rejointe. La population rejointe, c'est la population qui va être effectivement exposée aux médicaments. Et ce n'est pas la population de nos ch'tis à Los Angeles. OK ? Utilisation de ce médicament, en plus d'être utilisé dans une population qui n'est pas exactement la population des tests, il va être utilisé à différentes doses, sur des durées plus ou moins longues. Il y a des patients qui ne vont jamais prendre le médicament. Il va y avoir des interactions, on va associer plusieurs médicaments, ça va changer l'effet du médicament, etc. Et ça, dans les différents sous-types de population. Donc c'est la notion d'utilisation cible à l'utilisation rejointe. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est l'image des ch'tis et l'image de notre population qui est différente. Donc on utilise dans une population différente avec une manière d'utiliser le médicament qui est différente à différentes doses que ce qui a été découvert dans la recherche clinique. Donc ici, une illustration de ce qui se passe dans les essais cliniques à gauche, ça rejoint les 5 TRO, et à droite, l'utilisation finale, ce qui est vraiment l'effectivité, quel est vraiment l'effet du médicament dans la population des patients qui sont soignés, pas les ch'tis à Los Angeles. Et c'est ce qui nous importe à nous, ce n'est pas la télé-réalité. Même si ça peut être intéressant de regarder les ch'tis. Alors, il y en a certains qui ça les intéresse en tout cas. Deux approches complémentaires. Donc, après cette intro, on va développer donc la pharmacovigilance. Puis je dirai un petit mot en fin de cours sur la pharmacoépidémiologie. Donc, c'est des approches complémentaires qui permettent d'étudier le médicament dans la vraie vie. Alors, la pharmacovigilance, donc c'est la deuxième partie, avec, on va développer un peu d'histoire de la pharmacovigilance, les objectifs de la pharmacovigilance, quelques définitions, et puis les méthodes qui sont utilisées en pharmacovigilance. On fera une petite pause vers 11h, 11h10. Alors, une photo qui est un peu scandaleuse, qui a choqué, qui choque ce bébé. Ce bébé, c'est un bébé qui est né comme ça, avec une phocomélie ou un développement des membres. Un développement des membres qui est
limitée, ça s'appelle une phocomélie, hein, parce que on a l'impression que c'est un peu comme les phoques, c'est le terme médical, une phocomélie. Et la question, c'est pourquoi ce bébé est né comme ça. Hein, donc ça, c'est dans les années 50, une épidémie, 50 cas en Allemagne de l'Ouest, de bébés qui naissent avec ce tableau, ce tableau de phocomélie. 50 cas en Allemagne de l'Ouest, d'autres cas dans notre pays, une épidémie de malformation. Malformation qui est pourtant très rare dans la population parce que y a toujours un risque malformatif quand il y a un bébé qui va naître. Mais là, à cette intensité, c'était pas connu. Et on s'est aperçu que toutes les mères qui donnaient naissance à un bébé avec une malformation de type phocomélie ou amélie, s'il n'y avait pas de développement de membres, avaient été exposées à un médicament qui s'appelle la thalidomide. Elles étaient exposées pendant la grossesse et en particulier pendant la phase d'organogénèse du développement des membres. Donc ça, c'est dans les années 50. Alors pourquoi elles prenaient ce médicament, ces mamans, futures mamans? Parce que, comme dans toute grossesse, il peut y avoir, en particulier au premier trimestre de grossesse, des nausées, des vomissements. C'est des signes classiques de la grossesse. Et donc, ces futures mamans prenaient ce médicament qui initialement était utilisé comme sédatif, mais qui empêchait les nausées et les vomissements. Donc, il était très utile pour soulager ces symptômes-là. Le problème, c'est qu'il exposait l'enfant à un risque de malformation. Alors, ça a été imaginé que on a parlé récemment de malformations, d'enfants avec des malformations dans certains bassins de population en France. Mais là, vous imaginez un nombre beaucoup plus important. Ce qu'on va dire le scandale de santé publique, comme disent les journalistes, scandale de santé publique. Hein, c'est bien pire que en termes d'intensité médiatique, ça a été très important. Et on s'est aperçu donc que c'était lié à ce médicament-là. Donc il a fallu prendre des décisions pour limiter ce risque dans le futur, et c'est la mise en place dans l'évaluation préclinique d'études tératogènes chez plus d'une espèce animale, et en particulier rongeurs, parce que là, ici, la thalidomide, elle avait été testée que chez un seul animal, chez le rat, qui était insensible aux effets du thalidomide. Donc on a étendu l'évaluation préclinique, et puis on a créé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a créé le système de pharmacovigilance qui s'est développé par la suite, notamment à la suite de crises liées aux médicaments. Donc la pharmacovigilance, elle est née suite à la crise du thalidomide, pas la crise du Mediator, mais la crise du thalidomide, pour surveiller le médicament et éviter qu'il y ait de nouveau des épidémies comme ça, très graves, comme le thalidomide. Vous voyez que pour cette exposition, on a eu entre 4000 et 6000 cas dans le monde de malformation, avec parfois le bébé qui mourait. Donc cette histoire du thalidomide, c'est à connaître, c'est la naissance de la pharmacovigilance à l'international et puis par la suite au niveau national en France. Il a fallu répondre à une meilleure surveillance du médicament et pas se cantonner seulement à l'évaluation préclinique, et donc on a créé la pharmacovigilance. Donc d'autres photos dramatiques d'enfants qui ont une thalidomide.
Alors cette histoire du thalidomide, hein, qu'est-ce que ça a révélé finalement pour la société et pour les évaluateurs du médicament, pour les professionnels de santé que nous sommes? C'est que le médicament, il peut être bénéfique, mais il est aussi dangereux. Il est aussi dangereux. Hein, c'est la notion grecque du pharmacon, du pharmakos, hein, poison et remède. Poison et remède. Un médicament, hein, pour être un vrai médicament, ben, finalement, il faut avoir un bénéfice, mais finalement, il est souvent associé à des effets indésirables, quasi toujours. S'il n'y a pas d'effet indésirable, ça pose la question de savoir si c'est vraiment un médicament pharmacologiquement actif. Donc, les conséquences sociales, c'est la reconnaissance du statut dangereux du médicament et donc le développement des études précliniques et cliniques avec le rajout d'animaux dans les études de tératogénèse. Et puis l'émergence de la pharmacovigilance avec la définition que vous pouvez noter, c'est toute activité tendant à obtenir des indications systématiques sur les liens de causalité probables entre médicaments et réactions ou effets indésirables. Ne notez pas réaction adverse, c'est une traduction trop proche de l'anglais. Donc, des liens de causalité probables entre médicaments et effets indésirables dans une population. En France, les centres de pharmacovigilance se sont petit à petit structurés, donc des services dédiés à la surveillance du médicament dans la population et à l'échelle individuelle. Au départ, il y en avait 6, puis petit à petit, ça s'est développé. Je vous ai dit qu'actuellement, il y a 31 centres. Et vous voyez qu'il y a des décrets, peu importe. Là, il faut retenir la définition. Vous changez le terme de réaction adverse par effet indésirable. D'accord ? Vous changez le terme de réaction adverse par effet indésirable. C'est bon pour cette introduction. Thalidomide, naissance de la pharmacovigilance et prise de conscience du risque médicamenteux au niveau mondial et en France. Alors, les objectifs de la pharmacovigilance. Mon objectif et votre objectif, ben, c'est d'identifier, beaucoup de verbes, identifier, évaluer, gérer, prévenir les risques d'effets indésirables des médicaments mis sur le marché. Et cette surveillance, elle se fait à l'échelle individuelle pour chaque patient. Chaque patient qui prend un médicament, hein, il y a une expertise de pharmacovigilant clinique. Hein. Et donc, vous, en tant que futur infirmier, vous allez être au contact de vos patients qui prennent des médicaments et parfois, peut-être parfois plus souvent, c'est vous, plus que le médecin, qui va être confronté au témoignage de l'effet indésirable par le patient. Donc cet effet indésirable, hein, il faudra le prendre en charge à l'échelle de l'individu, à l'échelle de votre patient. Et puis, il y a une répercussion, hein, de la pharmacovigilance au niveau collectif, au niveau de la population. Et ça, c'est l'objectif de santé publique. Donc la pharmacovigilance, ce n'est pas seulement quelque chose d'administratif tranquille dans les bureaux. Il peut y avoir cette image-là. Hein, mais c'est l'affaire de tous. Le bon usage de la pharmacovigilance, c'est l'affaire de tous. Et de vous plus tard. Après, pour ce qui est de l'expertise ou l'évaluation en population, ben, elle peut se reposer sur vos déclarations de patients, et puis elles font appel à des méthodes épidémiologiques, de statistiques, peut-être d'intelligence artificielle, etc., pour valider les effets indésirables que vous constatez sur le terrain, que l'on constate sur le terrain. Alors la pharmacovigilance, elle s'applique à l'ensemble des médicaments
produit après délivrance. Donc ça, c'est à savoir, hein. Médicaments et produits de délivrance, donc ce qui est sur la diapo, y compris donc les médicaments dérivés du sang, des médicaments qui sont mis sur le marché avec un encadrement très précis qu'on appelle autorisation temporaire d'utilisation, mais y compris donc les médicaments homéopathiques, les plantes médicinales. Mes confrères en Afrique ont une expertise des plantes médicinales beaucoup plus développée que la mienne. Ils connaissent les effets indésirables de ces plantes médicinales et ils les surveillent. Il y a des centres de pharmacovigilance dont leur expertise première est sur les plantes médicinales, et en particulier en Afrique. Les insecticides, les acaricides, les produits comme les produits de lentilles de contact, les préparations magistrales que peuvent préparer les pharmaciens. Hein, donc ils vont préparer une pommade à base de différents produits de principes actifs. Et ces effets indésirables, la surveillance de ces effets indésirables, ils concernent à la fois les médicaments qui seront prescrits sur une ordonnance par un médecin et ceux qui ne sont pas prescrits, hein, ceux que vous pouvez aller chercher à la pharmacie sans prescription. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, du paracétamol, ben, ces médicaments-là, ils peuvent déterminer des effets indésirables avec parfois des répercussions importantes. Alors la définition d'un effet indésirable, c'est une réaction. Vous avez ici la définition. Réaction nocive et non voulue, se produisant lors de la prise d'un médicament utilisé dans des conditions normales, recommandées, à la posologie, à la durée qui est recommandée, qui a été étudiée dans la phase clinique. Mais aussi les effets indésirables qui résultent d'un mauvais usage ou d'un mésusage. C'est-à-dire, on va l'utiliser chez un enfant alors qu'il n'a jamais été testé chez l'enfant. Ou on va l'utiliser chez la femme enceinte alors que, bien sûr, on n'a jamais testé le médicament chez la femme enceinte. On va le tester chez une personne âgée alors qu'il n'a jamais été testé chez la personne âgée. OK ? Réaction nocive et non voulue se produisant lors de la prise d'un médicament utilisé dans des conditions normales recommandées, posologie, durée, pouvant résulter d'un mauvais usage. C'est bon ? Tout n'est pas à savoir. Hein. Il y a des choses clés, j'espère que les ch'tis vous retiendrez. Non, mais c'est important. Hein, qu'est-ce que signifient les ch'tis pour le médicament. Alors, donc là, la définition, c'est à savoir. La définition à différencier. Qu'est-ce qu'un événement par rapport à un effet? C'est important. Un événement, ça survient. C'est un événement, ça survient lors d'essais cliniques. Par exemple, je participe à un essai clinique pour un nouveau médicament pour la douleur. Et en me promenant dans cet amphi, hop, il y a un étudiant qui ne m'aime pas, qui me fait un croche-patte. Et je tombe, et je me casse la jambe. Ça, c'est un événement indésirable. Je suis dans un essai clinique et il m'arrive quelque chose, un problème de santé. Est-ce que c'est lié aux médicaments que je prends pour l'essai clinique ou est-ce que c'est lié au croche-patte de l'étudiant? Peu importe, c'est un événement indésirable. Par contre, un effet indésirable,
Ben, c'est rattaché, en tout cas, il y a une possible association avec la prise du médicament. Ce croche-patte était volontaire, hein, et je ne pouvais pas l'éviter. Ça reste un événement indésirable et ce n'est pas un effet indésirable. Par contre, il avait la jambe qui traînait et j'étais un peu endormi à cause du médicament, je suis tombé. Ben, c'est la responsabilité du médicament est mise en jeu. D'accord ? Donc c'est la définition la différence entre effet et événement indésirable. Alors, les effets indésirables, on les caractérise en pharmacovigilance en fonction de différents critères. Différents critères. Est-ce qu'un effet indésirable est attendu ou non? On va revoir ces définitions ensemble. Effet indésirable attendu ou non? Est-ce que c'est un effet indésirable grave? Donc pas selon le terme qu'on dit oh, c'est grave, il est tombé dans l'amphi, s'est cassé la jambe, c'est grave. Non, il y a une définition précise pour la gravité pour les effets indésirables, on va le redire. En fonction de sa fréquence, on appelle le terme épidémiologique l'incidence, le nombre de nouveaux cas. En fonction de son organe qui touche, je me suis cassé la jambe, ça concerne donc plutôt le système osseux. L'imputabilité, donc ça c'est la méthode, on va le revoir plus loin, la méthode pour caractériser l'association entre la prise du médicament et l'effet indésirable qui est apparu. Et l'évitabilité, est-ce que cet effet indésirable était évitable, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait pu prévenir le patient qu'il allait être endormi toute la journée et que donc il y avait potentiellement un risque de chute, etc. OK ? Donc, effet indésirable attendu ou inattendu. Qu'est-ce que la définition? On reprend point par point. Donc, premier point, effet indésirable attendu et inattendu. Mais c'est assez simple. Un effet indésirable attendu, c'est marqué dans la notice, pas dans la notice, dans les résumés des caractéristiques du produit. C'est quoi? C'est la fiche qui renseigne sur le médicament, le professionnel de santé. C'est autrefois ce qui était indiqué dans le Vidal. Vous savez, le dictionnaire rouge. Oui. Donc ça, c'était au XXe siècle. Maintenant, on a Internet et on a une base de données. Alors là, c'est mis en place par le gouvernement. Mais c'est la même chose, c'est le Vidal Internet. Donc vous avez accès sur Internet, c'est gratuit. Base de données des médicaments. Donc ça, il faut savoir consulter. Ça, c'est la base de données des médicaments. Vous rentrez le nom commercial ou le vrai nom du médicament, c'est-à-dire la dénomination commune internationale. Et vous allez avoir accès au résumé des caractéristiques du produit. Par exemple, pour vous, ça peut être très intéressant parce qu'on va détailler dans ces résumés des caractéristiques du produit comment il faut injecter le médicament. C'est dans le muscle deltoïde, c'est une injection lente ou rapide, etc. Et bien dans ces résumés des caractéristiques du produit, c'est différent de la notice que vous avez dans la boîte. La notice est destinée aux patients. Là, c'est un peu plus destiné aux professionnels de santé. Donc les résumés des caractéristiques du produit, vous le trouvez sur ce site. Et vous allez avoir la liste des effets indésirables qui vont être les effets indésirables attendus. C'est ceux qu'on connaît, ceux qui ont été caractérisés. Puis vous avez ceux qui sont inattendus, c'est ceux qui ne sont pas sur cette liste des résumés des caractéristiques du produit. OK ? Alors, c'est bon pour attendu, inattendu ? Un effet indésirable grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de pharmacovigilance? C'est un effet indésirable qui a conduit au décès du patient. C'est grave. C'est un effet indésirable qui a mis en jeu le pronostic vital,
qui a mis en jeu le pronostic vital. Ça, c'est à savoir, hein, la définition. Qui a entraîné une invalidité ou une incapacité significative. Qui a entraîné une hospitalisation, ou alors le patient a été hospitalisé et puis il est resté 2 mois de plus. Qui a entraîné une anomalie ou une malformation congénitale. C'est l'exemple de thalidomide. Ou alors, qui a été caractérisé médicalement significatif, hein, considéré comme grave par un médecin, c'est-à-dire ayant des conséquences cliniques importantes, mais ne correspondant pas à l'un ou l'autre des autres critères de gravité. Donc la définition est un peu floue. Là, vraiment, ce que je veux que vous reteniez, c'est tous les critères avant le dernier. Hein. Décès, pronostic vital, invalidité, incapacité significative, hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation et malformation congénitale. D'accord? Donc là, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je tombe, je me casse la jambe, et je vais aux urgences. C'est un effet indésirable grave ou non grave? Non grave? Et ouais, je vais aux urgences. Les urgences, c'est une hospitalisation. Hein. Je vais aux urgences et puis peut-être je vais rester pendant 1 ou 2 ou 3 jours hospitalisé en plus. D'accord? Donc c'est un effet indésirable grave. D'accord? Donc la définition de gravité, c'est ça. Effet indésirable de type A ou type B. Un effet indésirable de type A. Allez, on se concentre. Type A ou augmented. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un effet indésirable a priori en rapport avec la propriété pharmacologique connue du principe actif. Donc un effet indésirable de type A, c'est un effet indésirable en rapport avec les propriétés pharmacologiques du médicament. C'est des effets indésirables qui sont généralement fréquents et qui sont dose dépendants. Donc effet indésirable de type A ou augmented, ça veut dire que si on augmente la posologie, la dose, ben on va avoir un risque majoré. C'est des effets indésirables qui sont fréquents et qui s'expliquent très bien par l'effet pharmacologique du médicament, les effets pharmacodynamiques. Et puis on a l'effet indésirable B ou bizarre, qui est un effet indésirable a priori sans rapport avec les propriétés pharmacologiques, pharmacodynamiques du médicament. Et c'est généralement les réactions, on appelle dans la population allergique, mais qu'il faut appeler immunoallergiques, qui sont non dose dépendants, sont beaucoup plus rares, mais beaucoup plus potentiellement plus souvent plus graves. Avec la grave, hein, la définition de pharmacovigilance. Donc avec moi, quand on utilise le terme grave, c'est la définition qu'on a utilisée tout à l'heure. C'est bon? Type A, type B. Type B, effet indésirable sans rapport avec les propriétés pharmacologiques. C'est le plus souvent des réactions immunoallergiques. C'est des effets indésirables rares, mais potentiellement graves, et qui sont non dose dépendants. Les réactions immunoallergiques, c'est non dose dépendant. C'est bon? Alors, on va faire un petit jeu alors pour comprendre. Oui ou non, ou je ne sais pas. Allez, on va essayer de se réveiller 11 h et puis on terminera sur ça. On fera une petite pause, 5 minutes. Et on reprendra. Alors, oui, je sais, je lève le pouce en haut. Non.
Je sais, et je réponds non, c'est vers le bas. Et je ne sais pas, c'est le point levé. C'est bon? Donc pour éviter la contamination, pour éviter une contamination qui va être inévitable parce que vous êtes très nombreux, je vais vous dire 1, 2, 3 et tout le monde vote ensemble, d'accord? Alors, Monsieur Sacol, 74 ans, est pris en charge depuis 3 mois par apixaban dans le cadre d'une fibrillation atriale non valvulaire. Alors, je vais vous traduire tout ça. 74 ans, est-ce qu'il est chez les ch'tis? Non. Il n'est pas dans les essais cliniques. Donc, attention, ce n'est pas un patient que je vois dans la télé-réalité, dans les essais cliniques. Donc, il est à risque médicamenteux. Ça, c'est le point le plus important du cours, hein. Depuis 3 mois, il prend de l'apixaban. Apixaban, c'est un médicament anticoagulant, hein, qui évite la coagulation et la formation de caillots dans le sang. Et il prend ça parce qu'il a un trouble du rythme qu'on appelle la fibrillation atriale, non valvulaire, peu importe. Donc il a son cœur qui bat anormalement, et ça favorise la formation de caillots. Donc pour éviter ces caillots, il prend un médicament anticoagulant. Et il vient d'être hospitalisé, et vous allez tous vous occuper de ce genre de patient, parce qu'il a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, de type hémorragique, c'est-à-dire qu'il a eu un saignement dans la tête. Il a eu un saignement dans la tête. La participation de l'apixaban, donc de l'anticoagulant, est fortement évoquée. Vous êtes d'accord? Concernant cet effet indésirable, c'est un effet indésirable attendu. Allez, donc on va voter. 1, 2, 3. Allez-y. Alors oui, c'est un effet indésirable attendu, mais comment on le sait? On va regarder sur le site base de données des médicaments, apixaban, et vous allez voir que ce médicament, ça fait saigner, et notamment ça fait saigner dans la tête. C'est un effet indésirable grave. 1, 2, 3. Oui, c'est un effet indésirable grave. Pourquoi? Pronostic vital mis en jeu, et puis il est hospitalisé, et puis il va peut-être avoir des répercussions sur sa motricité, etc. Chut, allez, on se concentre. C'est un effet indésirable de type A. 1, 2, 3. Oui, c'est un effet indésirable de type A. Je vous ai expliqué que c'était un anticoagulant. Chut, ça, c'est sa propriété pharmacodynamique. En termes de mécanisme, apixaban, il y a un X. Donc c'est un médicament qui va inhiber le facteur 10 de la coagulation, et c'est par ce mécanisme-là qu'il limite la coagulation, et donc il va augmenter le risque de saignement. C'est inévitable. C'est un effet indésirable très rare. 1, 2, 3. Alors il y en a qui ne savent pas. On peut aller regarder dans les résumés des caractéristiques du produit, mais a priori, d'après son mécanisme d'action, c'est un effet indésirable qui est très fréquent. D'accord? C'est un effet indésirable qui est très fréquent. La balance bénéfice-risque de l'apixaban chez ce patient est modifiée après cet effet indésirable. Alors réfléchissez, relisez la phrase. Donc ce médicament, on lui a prescrit parce on sait qu'il y a ce risque de saignement à la tête, etc. Mais on pense que ça a plus de bénéfices que de risques. Et ça a été démontré. C'est pour ça qu'on lui a prescrit. Ça a été démontré, peut-être pas chez les 75 ans et plus. Lui, il est à la limite. Hein, on a encore une fois les ch'tis, c'est les populations jeunes. Et là, il a fait un effet indésirable avec ce médicament. Est-ce que vous pensez que ça modifie
la balance bénéfice-risque qui a été évaluée avant de lui prescrire. Allez, 1, 2, 3, on vote. Ben oui, ça va modifier. Il a déjà eu ce saignement, donc il a une susceptibilité, c'est un peu complexe, hein, une susceptibilité supplémentaire pour refaire cet effet indésirable. Donc on va peut-être pas lui represcrire la Pixaban. Ou si on lui prescrit, ça va être à des posologies différentes, etc. On va adapter. Chut. Allez, dernier exemple, et puis on fait la pause. Allez, ça fait même pas 1 heure. Chut. Sophie, 10 ans, vient de débuter pour une épilepsie, un nouvel antiépileptique qui s'appelle la lamotrigine, le Lamictal. Donc la DCI, la dénomination commune internationale, c'est la lamotrigine, son nom commercial, Lamictal. Le médicament a été instauré il y a 10 jours. Elle vous rencontre avec sa maman pour vérifier l'observance. Et puis, vous voyez cette petite fille aussi pour la surveillance des effets indésirables. La maman de Sophie vous signale l'apparition de plaques rouges sur les 2 avant-bras de Sophie. Elle a des plaques rouges sur tous les bras. Concernant cet effet indésirable, vous suspectez un effet indésirable, vous êtes d'accord? Alors comment on peut le caractériser? Est-ce que c'est un effet indésirable attendu? Alors, je ne vous fais pas voter, il faut aller vérifier dans la base de données, mais oui, c'est un effet indésirable qui est bien décrit, qui concerne 10% des patients qui sont exposés à ce médicament. C'est un effet indésirable grave. 1, 2, 3. Alors, quand on a voté, on n'est pas contaminé par les autres, on reste figé. Hein. Donc, c'est un effet indésirable non grave ici. Pourquoi elle n'est pas hospitalisée? Pour l'instant, il n'y a pas de mise en jeu du pronostic vital. Donc, selon la définition, c'est un effet indésirable ici non grave pour l'instant, parce que ça peut potentiellement se compliquer de réactions cutanées gravissimes qui peuvent mener jusqu'à la mort. Et donc là, votre rôle, ça va être attention, éruption cutanée avec ce médicament, warning, on appelle le médecin et peut-être que vous allez dire qu'il faut arrêter le médicament. D'accord ? C'est un effet indésirable de type A. 1, 2, 3. Alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est un effet indésirable de type B, de type immunoallergique. Hein. C'est apparu très rapidement à l'instauration, à des faibles posologies. C'est une réaction immunoallergique. Hein. C'est un effet indésirable très rare. Je vous ai dit que c'était 10% des patients, donc ce n'est pas un effet indésirable très rare. C'est un effet indésirable dose dépendant. Non, c'est immunoallergique. Ça apparaît dès les premières posologies. Et voilà. Donc on fait une petite pause, 5 minutes, et puis on enchaîne sur les méthodes. Cinq minutes, hein, parce que le temps de s'installer, dans 5 minutes, je reprends.
question hors cours. Non, oui. Est-ce que vous êtes oncologue à Muret? Non, je ne suis pas oncologue à Muret. C'est ma tante. C'est ma tante qui est oncologue. D'accord. Ok. Qui est cancérologue, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ma tante. D'accord, ok. Allez, on va reprendre tranquillement. Allez. Allez, on s'installe. Les méthodes en pharmacovigilance, donc la poursuite du cours. Allez, on s'installe. Allez, on avance et on essayera de terminer un peu plus tôt. On va voir. Allez, ça fait 5 minutes. La notification, et puis on prendra un petit temps pour les questions. Il y avait une question tout à l'heure. Alors, la pharmacovigilance, il y a des méthodes pour étudier le risque médicamenteux en population réelle, dans la vraie vie. Cette méthode, elle repose sur ce qu'on appelle la notification spontanée. La notification spontanée, c'est une méthode de recueil passive, méthode passive, où on recueille les effets indésirables médicamenteux qui sont survenus aux patients. Elle va reposer sur la centralisation à l'échelle d'une population. Alors, au niveau de la région, donc moi je travaille dans le centre régional de pharmacovigilance ex-Midi-Pyrénées, donc sur l'ensemble du bassin de la région Midi-Pyrénées, où on recueille les effets indésirables de la population, ou ça peut être à l'échelle d'un pays en fonction de sa taille, etc. Et donc on va recueillir ces effets indésirables des médicaments mis sur le marché qui sont commercialisés dans la vraie vie avec l'exposition des différentes populations qu'on fait le début du cours. Donc la méthode pour surveiller ces effets indésirables, c'est la notification. Et ça, c'est un point très important. Cette notification, elle est obligatoire pour le médecin, mais aussi pour l'ensemble des professionnels de santé. En tout cas, elle est fortement pour le médecin, pour les dentistes, sages-femmes, les prescripteurs, elle est obligatoire. C'est une obligation légale. Et pour vous, elle est quasi obligatoire. Moi, je crois que c'est très important. Je vais vous expliquer en dehors de l'aspect légal, parce que bon, c'est la loi, etc. On la respecte plus ou moins. Mais l'intérêt, c'est quoi? On a choisi ces études, médecine, infirmier, etc., pour soigner les patients. Si vous avez choisi ça, c'est que vous voulez aider les patients, peut-être avant de gagner de l'argent. Donc, la notification, et on va le redire, la notification des effets indésirables, ça participe à mieux soigner vos patients, parce que dès lors que vous allez déclarer l'effet indésirable, vous allez en parler avec votre patient et vous allez discuter ou pas de la responsabilité du médicament, vous allez discuter de la responsabilité du médicament. Et donc, finalement, à mieux prendre en charge ces symptômes, ce qui est notre objectif à tous en tant que soignants. Donc, pour le patient, le fait de déclarer l'effet indésirable, c'est clé. Donc, en dehors de l'aspect légal, pour les professionnels de santé, c'est surtout pour vos patients, le fait de déclarer, ça va améliorer le soin. Allez, on essaye de
sur la dernière heure là, de se concentrer, on ne parle pas, on débriefera tout à l'heure. Vous avez d'autres moments dans la journée pour ça. Et puis, l'aspect donc pour le patient, on va mieux le soigner, le fait de déclarer « chut, allez ». Et puis pour la population, hein, pour être ensemble, mieux connaître le risque médicamenteux, pour éviter des nouvelles histoires comme le thalidomide, et peut-être comme le Mediator, où voilà, régulièrement on a des histoires qui éclatent dans la presse. Ben, finalement, bien déclarer un effet indésirable, c'est déjà mieux soigner et puis collectivement mieux connaître le risque du médicament. Puis, cette notification, elle peut être faite depuis 2011, donc depuis l'affaire du Mediator, par les patients aussi. Ces effets indésirables, une fois qu'ils sont transmis aux pharmacovigilance, donc en France, à mon centre de pharmacovigilance à Toulouse, on va les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament à Paris, qui va analyser ça. Et ces effets indésirables, ils vont être enregistrés dans une base de données. Vous pouvez potentiellement demander des informations sur cette base à votre centre de pharmacovigilance. Donc la base de données française. Et puis ces données sont transmises au niveau européen et au niveau mondial. Hein, donc c'est la base de données Vigibase. À Toulouse, nous sommes le centre coopérateur avec le centre OMS de pharmacovigilance. Et finalement, ça aide l'ensemble des pays à mieux connaître le médicament, parce que vous imaginez qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas un système de pharmacovigilance aussi développé que le nôtre. Voilà. Donc on aide tout le monde, tous les patients. Donc c'est un système collectif mondialisé. Donc, comment ça se passe? Et ça, je veux que vous le sachiez. Hein. Si j'ai une question à vous poser, je vous dirai qu'est-ce que vous faites avec cet effet indésirable? Quelle est la procédure pour déclarer au centre de pharmacovigilance? D'accord? Donc ça sera la question. Et si vous ne savez pas me répondre qu'il faut prendre un téléphone et appeler le centre de pharmacovigilance ou votre smartphone pour déclarer avec l'application ou vous connecter au site internet, je ne serai pas du tout content, d'accord? Donc il faut savoir, c'est votre rôle de soignant, vous devez savoir comment ça se passe pour déclarer un effet indésirable à votre centre de pharmacovigilance. Parce que tout le monde ici va être confronté à des effets indésirables médicamenteux. Nous, comme patients, et surtout, nous, comme soignants, on va être confrontés à des patients atteints de pathologies d'origine médicamenteuse. Donc la notification spontanée, c'est le fait de déclarer, donc professionnel de santé signale, donc un infirmier signale l'effet indésirable à votre centre de pharmacovigilance ou CRPV. Alors comment on fait pour déclarer au centre de pharmacovigilance? Il y a différents moyens, mais ça je veux que vous le sachiez, peut-être pas là, le lien internet, mais il faut savoir le dire. Donc vous avez un portail, le portail de signalement des événements sanitaires, et dedans vous pouvez déclarer les effets indésirables médicamenteux au réseau de pharmacovigilance. Donc si vous êtes à Toulouse, on verra automatiquement à notre centre, mais si vous êtes à Paris, ça sera au centre de Paris, etc. Donc vous avez un site internet, vous avez le site internet du réseau des centres de pharmacovigilance, des CRPV, des centres régionaux de pharmacovigilance. Vous pouvez sur ce site trouver le numéro de téléphone. Alors à Toulouse, vous allez être en stage dans la région. Hein, et donc il faudrait peut-être même dans l'interrogation, l'examen, qu'on vérifie sur votre numéro, sur votre smartphone, si vous avez le numéro de téléphone du centre de pharmacovigilance. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine de se présenter à l'examen. Ça pourrait être un test. On ne le fera pas. Mais donc ce numéro, il faut l'avoir. Si vous avez une question sur le médicament, c'est ici qu'il faut aller interroger. 05 61 25 51 12. On a un site internet qui s'appelle aussi bip31.fr
Et puis on a mis en place une application gratuite, Apple Store Android, qui s'appelle VigiBeep, qui a actuellement un petit problème de maintenance, mais qui va refonctionner. Enfin, vous pouvez la télécharger, ça se remettra à jour. Et dessus, vous pouvez poser des questions et ou déclarer les effets indésirables à notre centre. OK ? Donc ça, il faut le savoir. Alors, ici, un exemple de la page où il faut remplir quelques informations. Ça prend 3 à 4 minutes en fonction de la complexité de la situation clinique. Donc là, on va renseigner quelques informations d'identité du patient, les antécédents du patient, les médicaments qu'il prend, etc. Et puis, on va détailler un peu l'effet indésirable. Alors, ces effets indésirables, donc, ils sont transmis aux centres régionaux de pharmacovigilance. Vous en avez 31 centres en France, répartis sur toute la France. Mais si vous êtes dans d'autres pays, vous avez un centre au moins national, sur 130 pays qui ont un système de pharmacovigilance. Donc, si vous travaillez dans d'autres pays, vous avez un centre au moins national qui recueille les effets indésirables. Vous voyez qu'ici, l'activité en 2017 des centres de pharmacovigilance. Peu importe, les chiffres ne sont pas à retenir. Tout n'est pas à retenir. Je vous dicte ce qui est important. Oui. Alors, la question très importante. Qu'est-ce qu'il faut déclarer ? Est-ce qu'on déclare tout ? Alors théoriquement, la loi, depuis l'affaire du Mediator, nous impose de tout déclarer. Alors effectivement, il n'est pas possible de tout déclarer parce que ça prend un peu de temps. Et deux, c'est pas toujours pertinent. Avoir des nausées avec un médicament, et c'est 99% des patients qui ont des nausées. Par exemple, en cancérologie, vous n'allez pas avoir forcément à déclarer l'effet indésirable. Donc effectivement, ce qu'il faut déclarer, vous le notez, ce que l'on déclare, c'est les effets indésirables graves et ou inattendus. Les effets indésirables graves, donc c'est par exemple le saignement à la tête avec l'apixaban, il faut le déclarer, c'est un effet indésirable grave. Et inattendu, c'est un effet indésirable qui n'est pas listé, qui n'est pas connu. Alors ça, c'est à l'échelle de la population. Mais après, vous pouvez parfois déclarer un effet indésirable qui est attendu, non grave, parce que ça va permettre, on va vous conseiller peut-être un autre médicament qui en détermine moins, etc., améliorer le confort du patient. OK ? Donc, il ne faut pas hésiter à les déclarer ou interroger en tout cas vos centres de pharmacovigilance. Donc, effet indésirable grave et inattendu en particulier. Mais théoriquement, la loi dit qu'on peut déclarer tout et tout le monde peut déclarer les effets indésirables, y compris les patients. Ça peut être le patient qui le fait. Alors, comment ça se passe ? Après, ça, c'est le système d'organisation. Une fois que c'est au centre régional pharmacovigilance, on le traite, on va vous faire une réponse, un courrier au déclarant, au patient. On peut le voir en consultation s'il y a besoin. On va transmettre l'information à l'agence en France, la NSM, qui peut prendre des décisions. Donc, par exemple, nous à Toulouse, on avait été le premier centre de pharmacovigilance à mettre en évidence une valvulopathie avec le Mediator. On l'a transmis à l'agence, on s'est agité. Bon, après, l'agence a fait ce qu'elle voulait, donc ça a un peu tardé, malheureusement. Et après, vous savez que les choses maintenant se passent à l'Europe. L'information est transmise au système de pharmacovigilance européenne, donc c'est l'EMA, l'European Medicine Agency. Donc c'est l'agence européenne du médicament, qui ne va plus être à Londres, mais aux Pays-Bas. Et après, qui transmet aussi au centre OMS, qui est lui est en Suède. OK, donc il y a un système comme ça un peu pyramidal. Donc vous voyez le système OMS de pharmacovigilance. Là, vous avez tous les pays en bleu foncé qui collaborent activement pour la meilleure connaissance du médicament.
Et ce centre en Suède est là pour aider les pays en voie de développement à structurer leur système de pharmacovigilance, parce que c'est très important, les effets indésirables qui surviennent avec des plantes médicinales, etc. Ça peut avoir un impact important sur la population. Donc une culture globale de la safety, c'est comme ça, c'est notre monde, et ça c'est une application qu'ils ont développée, une application smartphone que vous pouvez conseiller à vos patients, ça s'appelle Tech Intel. On note sur son smartphone les effets indésirables qui nous sont apparus, et après quand on va voir notre infirmier ou quand l'infirmier à domicile, on en parle avec lui, éventuellement on en parle avec son médecin. Alors une fois que l'effet indésirable est envoyé au centre de pharmacovigilance, il est recueilli et il est analysé avec la méthode d'imputabilité. Je vous ai donné ce nom tout à l'heure, mais je ne l'ai pas défini. Donc le centre de pharmacovigilance va recueillir, va valider, va compléter les informations auprès du patient, du professionnel déclarant, et va appliquer les méthodes d'imputabilité, c'est-à-dire c'est une méthode qui permet d'évaluer le rôle du médicament dans la survenue de l'effet indésirable potentiel. Est-ce que c'est un événement, auquel cas c'est pas lié au médicament, ou est-ce que c'est un effet indésirable? Ok? Alors, elle s'appuie sur ça. Donc l'imputabilité, notez, là cette diapo est importante, c'est donc la méthode. L'imputabilité, c'est la méthode qui permet de mesurer l'association entre la prise du médicament et la survenue de l'effet indésirable. Mesure l'association entre la prise d'un médicament et la survenue d'un effet indésirable. L'association peut être exclue, le médicament n'est pas associé aux symptômes survenus chez le patient, possible, plausible, vraisemblable ou très vraisemblable. D'accord? Donc il y a une gradation dans cette méthode. Donc la méthode d'imputabilité, ça permet de grader l'association entre la prise du médicament et la survenue de l'effet indésirable. Et on s'appuie sur ça, sur plusieurs critères. Le critère chronologique, est-ce que l'effet indésirable est survenu après la prise du médicament? Non, j'ai eu des boutons et ça faisait 3 jours que j'avais ces boutons sur tout le corps, et le médicament, je l'ai pris par la suite. J'ai eu l'impression que les boutons augmentaient, mais finalement, peut-être que ces boutons sont liés à autre chose, une maladie infectieuse, il a mangé des crevettes la veille, etc. Donc la chronologie, c'est très important. J'ai pris ce médicament pendant 3 ans, et 5 ans après avoir débuté ce médicament, j'ai développé un cancer. Potentiellement, ça peut être le médicament qui a favorisé la survenue du cancer. J'ai pris ce médicament, l'infirmière m'a injecté un médicament par voie veineuse, et est survenu un effet indésirable je me suis senti pas bien, j'ai eu un malaise, ma tension a chuté, j'ai eu du mal à respirer, etc. J'ai eu des réactions cutanées sur tout le corps. C'est une réaction anaphylactique aux médicaments. D'accord? Donc l'aspect temporel est très important. C'est bon? J'ai pris cet antibiotique et 24 heures après, j'ai eu une réaction cutanée sur tout l'ensemble du corps. D'accord? Donc la temporalité, c'est extrêmement important en médecine, et ce qui nous permet de poser les diagnostics. Ici, le diagnostic d'effets indésirables. Donc c'est le critère chronologique qui va de 0 à 3. 3, c'est très fortement en faveur du médicament. 0, c'est pas en faveur du médicament en termes de chronologie.
le critère sémiologique, hein, donc c'est les symptômes qui sont apparus à l'issue de la prise du médicament. Hein, c'est une réaction cutanée typique de la prise du médicament. On a vu tout à l'heure l'exemple avec la lamotrigine, la petite fille épileptique. D'accord ? Donc c'est les symptômes, et pareil, là on va grader de 0 à 3, en fonction, 0 c'est pas du tout des symptômes évocateurs, 3 c'est très évocateur de la prise du médicament. Et en fonction de ces critères chronologiques et sémiologiques, on va donner un score d'imputabilité, qu'on va appeler score d'imputabilité intrinsèque, qui va de 0 à 4. Donc ça c'est le travail des pharmacovigilants, qui va donner un score de 0 à 4. 4, c'est quasi sûr que c'est le médicament qui a donné l'effet indésirable. On a des tests biologiques, le patient a repris le médicament, l'effet indésirable est réapparu, quand il l'arrête, ça disparaît, etc. I0, c'est pas lié au médicament. D'accord ? Et pour donner cette imputabilité, donc c'est le terme d'imputabilité intrinsèque, on s'appuie aussi sur les données de la bibliographie, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été publié sur ce médicament, qu'est-ce qu'on connaît du préclinique chez l'animal, dans le tube à essai, qu'est-ce qu'on connaît du comportement du médicament dans les essais cliniques. Il y a un... Qu'est-ce qu'on connaît donc de ce médicament dans les essais cliniques? Chut. Et qu'est-ce qu'on connaît déjà du médicament dans la population? Et on va regarder dans notre base de pharmacovigilance pour voir s'il y a d'autres patients qui ont eu ce type d'effet indésirable. OK? Donc c'est l'imputabilité extrinsèque. Alors ici un autre tableau qui explique la même chose. Alors, pourquoi être pharmacovigilant? Je l'ai déjà dit, à quoi ça sert finalement de déclarer? On l'a déjà dit, ça permet de poser le diagnostic de l'effet indésirable, d'avoir un avis des spécialistes du médicament, des pharmacologues. Est-ce qu'il y a une interaction pharmacodynamique, pharmacocinétique? L'effet est-il déjà décrit avec le médicament chez des patients identiques? Je vous donnerai les diapos. Prévenir la réapparition de l'effet indésirable. Et ça permet de discuter des alternatives médicamenteuses. Je ne peux pas supporter, docteur, ou avec vous, l'infirmier, je ne peux plus supporter ce médicament. Chaque fois que je le prends, je suis endormi toute la journée et je ne peux pas m'occuper de mes enfants et je suis épuisé le soir et je m'endors à 9h du soir, ou plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La qualité de vie du patient est largement impactée. Pourtant, ce médicament est important parce qu'il permet de soigner sa maladie ou d'éviter une nouvelle crise d'épilepsie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on peut proposer un autre médicament qui a moins d'effets indésirables sédatifs. OK? Donc là, c'est important de déclarer pour votre patient. Et puis, à l'échelle de la santé publique, ça améliore la connaissance sur le médicament et ça permet d'alerter, éventuellement, confère l'alerte du Mediator. Attention, il y a des effets cardiaques graves avec ce médicament. Il faudrait se poser la question s'il ne faut pas le laisser sur le marché. Et donc, ça peut conduire à ce qu'on appelle les mesures de pharmacovigilance, qui peut être un encadrement de la prescription du médicament, un retrait temporaire le temps qu'on en sache un peu plus, ou un retrait définitif du médicament. Donc, un aspect clinique et santé publique. Alors, point important, pourquoi être, moi, vous, pharmacovigilant? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les médicaments, c'est là une cause très importante de maladie.
le médicament, c'est une cause très importante de maladie. C'est la première cause d'hospitalisation en France. Le médicament, c'est la première cause d'hospitalisation en France. Hein, c'est paradoxal, hein, on prescrit les médicaments pour soigner, et pourtant, c'est ce qui fait que les patients sont hospitalisés, c'est la première cause. Donc c'est l'affaire de tous. Première cause d'hospitalisation. 5 fois plus de décès que les accidents de la route. Le médicament, ça donne 5 fois plus de décès que les accidents de la route. D'accord? Alors c'est peut-être des décès de personnes âgées parfois, mais c'est 5 fois plus. Et pourtant, on parle plus des accidents de la route ou des radars que des radars de pharmacovigilance. Et c'est la première cause d'inobservance. En même temps, ça participe à l'inefficacité des médicaments. Les patients ne les prennent pas parce que ils n'arrivent plus à dormir, ils ont plus faim, etc. Ils sont aperçus que c'était le médicament et ne le prennent pas. Ils ne le disent pas à leur infirmier ou au médecin. Ou le disent à l'infirmier, ils ne le disent pas au médecin. Donc les effets indésirables, c'est très important. Première cause d'hospitalisation. D'accord? Donc ça, c'est un point majeur de ce cours. Hein. Je veux que vous sachiez déclarer les effets indésirables et que vous sachiez ça, que les effets indésirables, première cause d'hospitalisation en France. Et peut-être le plus important, c'est la diapo suivante. Le plus important de ce cours, c'est devant tout symptôme. Chut, vous écoutez grand. Devant tout symptôme, il faut avoir un réflexe. Devant tout symptôme, j'ai un réflexe. Et si c'était le médicament? Devant tout symptôme que présente mon patient, et si c'était le médicament? Et si c'était le médicament, je vais le répéter. Et si c'était le médicament, un seul réflexe, un réflexe très important, devant tout symptôme, pensez à la responsabilité du médicament. Pourquoi? Parce que c'est effectivement une des causes de maladies très fréquentes dans nos pays occidentaux. Et si c'était le médicament, très important pour vous. OK? Ça va? Donc on va revenir sur ça. Et si c'était le médicament? C'est votre rôle. Devant un symptôme, est-ce que c'est pas le médicament que je lui ai donné ce matin? Et parfois c'est évident, hein, quand c'est une réaction cutanée liée à un antibiotique qu'on a pris le matin, c'est évident. Parfois c'est moins évident. On va voir quelques exemples. Alors rapidement, à ne pas noter ça, je l'ai déjà dit. Comment ça fonctionne le système de surveillance de pharmacovigilance? Il y a un cas qui est notifié par un infirmier. C'est une réaction cutanée avec la lamotrigine. Il est analysé par le centre régional et par le centre national. Et ça constitue un signal, c'est-à-dire attention, ce médicament, il est peut-être responsable de réactions cutanées chez beaucoup de patients. Et il faudrait peut-être étudier plus précisément ce risque-là avec ce médicament-là. Donc ça va constituer un signal. On ne le connaissait pas dans les essais cliniques. Chez les ch'tis, chez les jeunes, ça n'apparaît pas. Ça apparaît que chez les patients âgés ou chez les enfants. Donc on va mettre un focus, c'est le signal de pharmacovigilance. Et par la suite, on va regarder et étudier ce risque et la pharmacoépie. Donc ici, par exemple, des troubles cardiovasculaires avec la ritaline. Vous connaissez. Ici, vous voyez, ici c'est notre équipe, hein, la première publication de l'atteinte valvulaire avec le Mediator. Hein, et ça date de 2002. Ici, d'autres effets indésirables qui sont décrits avec des médicaments de cancérologie, peu importe. Une fois qu'on a ce signal, on va avoir des mesures, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. On peut informer
informer les professionnels de santé, l'infirmier qui injecte le médicament, on va lui faire une lettre. Attention, quand vous injectez, il faut injecter lentement parce que si vous injectez trop rapidement, ça fait une réaction très douloureuse aux muscles, voire des saignements, etc. Donc on peut adresser un courrier aux professionnels de santé, aux médecins prescripteurs, à l'infirmier qui injecte, etc. Donc information. Ça peut être plus strict, on peut restreindre la prescription ou la délivrance à certains spécialistes. Par exemple, la Ritaline, c'est les spécialistes des troubles et tous les médecins ne peuvent pas prescrire la Ritaline. Ça peut être la suspension ou le retrait immédiat et définitif comme le Mediator du médicament. OK ? Donc il y a différentes mesures. Information, restriction, suspension temporaire, le temps qu'on sache un peu plus sur le risque médicamenteux, ou retrait définitif. Donc ici la diapo, j'ai mis, je la remets, un petit rappel. Alors rapidement, une fois qu'on a découvert un signal, une réaction cutanée avec notre médicament, et qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'effets indésirables de ce type avec ce médicament, on va utiliser ce qu'on appelle la pharmacoépidémiologie. Vous notez juste pharmacoépidémiologie, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais il faut l'avoir entendu. C'est les méthodes qui vont permettre de valider scientifiquement le risque médicamenteux, parce qu'on ne prend pas une décision juste sur la rumeur ou ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, quoique parfois les réseaux sociaux peuvent nous permettre de détecter des nouveaux effets indésirables. Mais il faut le valider. Donc il y a des méthodes épidémiologiques qui s'appellent la pharmacoépidémiologie pour valider ce risque et dire ce médicament il donne des effets indésirables cutanés dans cette population, c'est potentiellement des effets indésirables graves, stop, on ne le prescrit plus chez eux. OK ? Donc c'est les méthodes de pharmacoépidémiologie. Je ne vous interrogerai pas sur ça, juste connaître le terme de pharmacoépidémiologie, qui sont les méthodes finalement pour valider le signal qu'on a observé suite aux déclarations d'effets indésirables. OK ? Alors on va terminer maintenant sur des situations cliniques. C'est votre première semaine. Vous êtes infirmier, c'est bon, et on arrive dans la vraie vie. Vous êtes aux urgences de pédiatrie à Purpan. Chut, il est 23h50. Vous faites les nuits. Et Madame M vous amène son fils. Théodore, 6 ans. Madame M vous explique que sa nounou l'a appelé dans l'après-midi car Théodore est très agité. La soirée a été compliquée. Et ça fait plusieurs jours que Théodore est impossible à gérer à la maison et à l'école. Et que la nuit, il fait de nombreux cauchemars. Madame M ne comprend pas ce qui se passe, car à l'école, c'est compliqué aussi. Il a reçu un mot de l'enseignant. Votre fils est insupportable, on n'arrive pas à le gérer. Alors vous pensez à quoi là ? Et si c'était le médicament ? Et si c'était le médicament ? Et si c'était le médicament ? D'accord ? Ça doit résonner dans votre tête. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Chut. Parce que là, ça va, c'est le cours de pharmacovigilance avec l'enseignant qui s'agite et qui vous rabâche. Et si c'était le médicament ? Mais dans la situation réelle, votre enfant est hyperactif, madame. Votre enfant est hyperactif. Il faudrait peut-être lui prescrire un médicament. D'accord ? Donc avant de penser à prescrire un médicament ou aller faire des interventions, etc.,
devant tout symptôme, et ici c'est un symptôme pas évident, c'est l'agitation d'un enfant de 6 ans. Devant tout symptôme, et si c'était le médicament, d'accord? Donc c'est un réflexe, vous devez l'avoir toute votre existence. Chut. Madame M vous explique qu'une autre mère lui a conseillé de consulter un pédopsychiatre du centre-ville qui est très bien, d'accord? Et très bien. Nous, on travaille avec les pédopsychiatres et ils sont très bien. Et puis, il y a un médicament très efficace pour soigner les troubles du comportement chez l'enfant qui s'appelle le méthylphénidate. Ça, c'est le vrai nom du médicament et son nom commercial que vous entendez dans les médias, c'est la Ritaline. Mais le vrai nom, c'est méthylphénidate. D'accord ? Finalement, Théodore est tombé, il présente une plaie ouverte. Qu'en pensez-vous ? Et si c'était le médicament ? Oui. Non, je ne rigole pas, je rigole pas. Et si c'était le médicament ? D'accord ? Donc c'est le point le plus important de ce cours. Hein. Si je vous mets une situation clinique et que je cache mon nom de pharmacologue et que vous ne pensez pas aux médicaments, d'accord ? Donc c'est très important. Pourquoi ? Chut, mais en plus c'est vrai, Les pédopsychiatres, ils nous disent ça. On nous a amené un enfant. Les parents avaient diagnostiqué une hyperactivité, ils voulaient qu'on lui prescrive de la Ritaline. Et puis on a fait l'histoire avec lui. Qu'est-ce qui se passe chez ce Théodore ? Et si c'était le médicament, le réflexe devant un symptôme. Donc vous déclarez ce symptôme. Et le pharmacovigilant, il va se poser des questions sur les médicaments qui peuvent donner des agitations. Il y a des médicaments qui peuvent donner des agitations chez l'enfant ? Oui, devant tout symptôme. Alors la caféine, mais ce n'est pas un médicament. Mais on peut avoir... l'enfant, il peut prendre du café le matin, on ne sait pas pour quelle raison, mais il en prend. Alors on l'interroge un peu plus. Chut. Donc ça, c'est le point important, c'est qu'il faut discuter avec les mamans ou avec les patients. Finalement, elle vous explique qu'on a diagnostiqué un asthme à Théodore. Chut. Écoutez-moi, pas de commentaires. Vous ferez les commentaires après. Donc vous m'écoutez, c'est important. Que depuis 8 jours, le pédiatre lui a prescrit en inhalation. Chut, pas de commentaires. Tout le monde se tait et m'écoute. 100 microgrammes de propionate de fluticasone. Et puis... du samétérol, 2 fois par jour. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a comme médicament là ? Vous connaissez ces classes ? Alors on ne connaît pas, c'est pas forcément toujours évident de connaître tous les médicaments. Ça tombe bien, il y a des spécialistes, des pharmacologues qui sont là pour vous aider. Hein, c'est notre rôle, on est payé pour ça, quoi. Et vous aurez d'autres rôles, mais donc nous, notre rôle, là vous avez un médicament. C'est un corticoïde. Les corticoïdes, c'est des médicaments très puissants qui ont des effets psychiques. Hein. Les athlètes, ils connaissent ça, hein, les corticoïdes. Ça leur fait modifier leur masse musculaire, ça augmente l'agressivité. Hein. Les cyclistes, le Tour de France, le Tour de France, ils gagnent avec ça, parce que ça augmente aussi leur agressivité. Et bien, là, on peut se poser de savoir si ces symptômes qui sont apparus chez Théodore, quelques jours après la prise du médicament, c'est pas finalement un effet indésirable médicamenteux. D'accord ? Donc ici, une situation qui n'est pas si évidente que ça. C'est une agitation, quelque chose de neuropsychique. On ne pense pas forcément aux médicaments, et pourtant, finalement, quand on va lui arrêter ce médicament, Théodore, il va reprendre une activité normale et un fonctionnement à l'école, à domicile, facile. OK ? Donc, c'est important d'aller interroger, déclarer cet effet indésirable. Donc là, vous devez savoir comment on fait pour déclarer l'effet indésirable. OK ? Une autre situation, on va aller un peu plus vite. Monsieur Desmédoc, né en 1960, divorcé, 2 enfants,
Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur Desmédoc? Pour le suivi de ses médicaments antihypertenseurs, il vient vous voir, parce que ça va être à terme, c'est le rôle des infirmiers, de faire peut-être à terme le suivi des médicaments, en collaboration avec le prescripteur. Il est chauffeur-livreur, la journée avec notamment un travail de manutention, chargement, déchargement. Et le problème, c'est que depuis qu'il prend ses médicaments, il est très endormi. Il a 10 jours, il a eu un accident de la route lors d'une livraison. Il a alors été hospitalisé pendant 24 heures aux urgences. Il vous dit qu'ils n'ont rien retrouvé à l'exception d'une perturbation du bilan hépatique, c'est-à-dire des enzymes du foie, avec une augmentation donc, de ces enzymes, c'est les transaminases, à plus de 4 fois la normale, sans cholestase. Ça veut dire qu'il y a une anomalie et donc son foie, il y a une attaque de son foie, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et si c'était le médicament? Oui, je veux que vous en rêviez la nuit. Il y a 10 jours, il y a eu un accident de la route lors d'une livraison. Il a alors été hospitalisé pendant 24 heures aux urgences. Il vous dit qu'il n'a rien retrouvé. Voilà, je l'ai déjà dit. Le bilan hépatique. Les antécédents, il a une surcharge, une hypercholestérolémie, une hypertension artérielle, des douleurs. Il fume. Il ne consomme pas d'alcool ni d'autres toxiques. C'est ce qu'il vous dit. C'est la vraie vie, ce n'est pas nos patients hyper sélectionnés des essais cliniques, hypertendus, obèses, etc. Il vous dit que cet hiver, il a particulièrement été enrhumé, mais qu'il va mieux depuis 15 jours, depuis qu'il prend de l'Umex rhume. Aïe, aïe, aïe. Non. Il est inquiet, il ne veut pas être licencié. Répercussions importantes. Mais vous avez été sensibilisé par les pharmacologues. Et si c'était le médicament, alors vous regardez la liste des médicaments. Et là, ça devient un peu compliqué quand même. Parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, allô, le centre de pharmacovigilance. Allô, le centre de pharmacovigilance. On n'est pas content de cette ordonnance. Parce que dedans, il y a des médicaments qui font dormir, il y a des médicaments qui touchent le foie, et puis il y a potentiellement d'autres effets indésirables qui peuvent apparaître sur le long cours. Et si c'était le médicament un réflexe devant un symptôme? Conclusion? Ouais, 5 conclusions. Allez, les 5, il reste quelques diapos. On se concentre pour la conclusion et comme ça on pourra terminer. Alors, 5 conclusions pour votre pratique de soignant. Je crois que c'est important pour vous d'avoir cette culture pharmacologique et que globalement, ces cours de pharmacologie, il faut bien les connaître parce que par la suite, ça va vous aider justement à être pharmacovigilant. Il faut parler en classe pharmacologique. Il faut parler en classe pharmacologique, parler en utilisant le vrai nom du médicament, la DCI, la dénomination commune internationale. On ne dit pas Ritaline, on dit méthylphénidate. Et ça, je sais que c'est compliqué, parce qu'on utilise le nom commercial, qui n'est pas le vrai nom du médicament. Mais le fait d'utiliser le vrai nom du médicament, d'abord, ça permet de se dégager des influences des firmes pharmaceutiques qui ne sont pas là pour soigner les patients. D'accord? Donc on se dégage de l'influence des firmes pharmaceutiques en parlant avec le vrai nom du médicament. Et puis deuxièmement, ça permet de mieux prévoir les effets indésirables. Donc vous, et ce n'est pas parce que le médecin utilise le nom commercial que vous n'utilisez pas le vrai nom, la dénomination commune internationale. L'importance, donc, d'avoir une connaissance du risque médicamenteux. C'est très important, ça. Écoutez-moi. Chut, écoutez-moi.
vous êtes inscrit à ces études. Je me suis inscrit à les études médicales parce que je veux soigner, je veux guérir. Oui, on est là pour aider les autres. Normalement, c'est pour ça que l'idée première, en tout cas, qui me vient à l'esprit. Pas pour faire de l'argent ou autre chose. Chut. Et on est là pour soigner, on n'est pas là pour faire mal à nos patients, pour les rendre malades. D'accord? Donc on est, dans notre aspiration, on est là pour soigner, on n'est pas là pour faire du mal. Pourtant, dans tout soin, et en particulier lorsqu'on prescrit un médicament, je vous ai dit, le médicament, il a ce double face. Il est bénéfique, mais il a aussi du risque. Donc, finalement, on est porté vers le soin, mais on néglige le côté risque de notre activité. Donc, il faut être sensibilisé et connaître le risque médicamenteux, qui est généralement trop négligé, marginalisé, méprisé et oublié. On ne veut pas entendre parler qu'on fait mal à nos patients. C'est normal. Vous comprenez ce que je veux dire? On s'est inscrit pour soigner. On ne veut pas entendre qu'on leur fait du mal. Alors il faut peut-être finalement le réaliser. Et puis une fois qu'on l'a réalisé, on prend en compte ce risque-là. OK? Donc il faut avoir cette connaissance et entretenir cette culture-là. Pour entretenir cette culture pharmacologique et cette connaissance du risque, bien sûr, il faut avoir une formation qui est une information qui est indépendante des facteurs qui n'ont pas d'intérêt à soigner le malade. Les firmes pharmaceutiques, leur objectif n'est pas de soigner leur malade. En tout cas, ce n'est pas le premier objectif. Donc on peut débattre quel est leur objectif, mais donc nous on est soignants, on est là pour soigner et on s'informe auprès d'instances qui sont indépendantes, comme le centre de pharmacovigilance. On n'a pas de lien avec les